Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais vous remercier très sincèrement d'être là, sachant les efforts collectifs que nous coûte cette ardente nécessité de sauver Noël. Je ne suis pas sûr que je veuille tous les ans sauver Noël à ce prix, s'il pouvait avoir sinon une primaire populaire, au moins un référendum, pourvu qu'il soit à bulletin secret pour savoir si oui ou non on veut faire tout ça pour Noël. Personnellement, je serais assez candidat. En tout cas, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette troisième et dernière journée d'études qui est consacrée aux nouvelles recherches sur la peste noire. En mon nom, au nom d'Étienne Anheim, que je remercie une fois de plus de m'avoir épaulé dans cette aventure, de Pauline Guillemet, de Jean-Louis Fassi, de toutes celles et ceux qui, effectivement, n'ont pas ménagé leurs efforts pour que ces journées se déroulent malgré tout, une fois de plus, dans des conditions particulières. Quand certaines de ces conditions sont dictées par les contraintes sanitaires, ainsi aurais-je une fois de plus le déplaisir de ne rien vous offrir pendant les pauses, ni café, ni viennoiserie, rien de rien. On a cru que tout cela pouvait s'améliorer, mais malheureusement non. Mais d'autres conditions, et c'est plus intéressant, résultent de choix volontaires. C'est le cas pour la décision de ne pas filmer nos échanges, c'est-à-dire de renoncer à les diffuser au-delà de cette salle et de ce moment présent. Nous y avons vu, Étienne et moi, une manière de rendre crédible la demande de spontanéité que nous avons adressée à nos intervenantes et nos intervenants, que je remercie particulièrement d'être là dans ces conditions, afin que cette journée prenne pleinement la forme d'un atelier collectif où l'on risque quelque chose d'autre, quelque chose de plus incertain qu'un savoir formalisé, stabilisé et qui sera immédiatement relayé dans la grande toile mondiale et qui sera surtout toujours en disponibilité, imprévisible mais inévitable, puisque, au fond, la mise en archive de notre parole est presque devenue le mode par défaut de notre présence au monde et au temps, ce qui est un retournement un peu étonnant pour les médiévistes, le choix de le désœuvrer, de le rendre inopérant pour un temps au moins, c'est peut-être une façon de reprendre la main dans une situation où cela ne vous a pas échappé, on ne maîtrise pas grand-chose. Bref, nous avons pris le parti de ce que j'appellerais le moment présent. Je reprends cette expression qui pourrait fort bien m'inspirer le titre de cette introduction générale, en tout cas de sa première partie, puisque nous allons la partager avec Étienne. Le moment présent. Prendre le parti du moment présent, ça ne me semble pas totalement incohérent avec la matière historique dont nous avons à traiter, événements, causalité, durée, temporalité. Cette notion de moment présent peut nous guider à desserrer notamment certains étaux de langue qui nous oppressent à la manière klempérienne, je ne sais pas comment on le dit. J'ai toujours pensé que la dégradation de la langue, vous le savez, était le moyen le plus sûr d'assurer les effets du mauvais gouvernement et qu'on y consentait par avance à ce mauvais gouvernement, dès lors qu'on ne s'opposait pas à l'appauvrissement de la langue. Et c'est particulièrement vrai pour la novlangue de l'administration universitaire. Et je me suis toujours posé la question, comment avons-nous pu consentir à cette fausse symétrie du présentiel et du distanciel? Ce qui s'oppose à la présence n'est pas la distance, mais l'absence. Ce qui s'oppose à la distance n'est pas la présence, mais la proximité. Donc dès lors qu'on consent à cette asymétrie, dès lors qu'on met en regard ces deux termes, on décide de ne pas voir les effets de leur antonyme véritable, c'est-à-dire l'absence et la proximité. Donc, ce qui s'absente aujourd'hui, si tant est qu'on croit un peu en la psychanalyse, c'est l'idée du proche, provoquant une situation politique abstraite. On parle de quoi, au juste, si on ne parle pas du proche, de ce qui nous est proche, et possiblement meurtrière. Dès lors qu'on a posé une fausse symétrie entre présence et absence, prétendre les hybrider, on va faire ça en hybride, revient à créer une chimère, ce qui est, là encore, très médiéval. Voilà ce que j'appelle le moment présent, être présent, ensemble, ceux qui sont là, mais malheureusement, ceux qui sont là seulement,
et pas ceux qui n'ont pas pu venir, pour un moment, et pour un moment seulement. C'est une manière sans doute de reprendre pied dans un temps de la recherche qui s'est trouvé passablement dérangé. Depuis ce printemps, on ne sait plus bien si l'on fait ce que l'on doit faire, ce que l'on a à faire en ce moment présent, ou ce que l'on aurait dû faire quelque temps avant et que l'on fait quand même plus tard de guerre lasse. Mais un séminaire déprogrammé, reprogrammé, déplacé, ne revient pas indemne du passé. Quand on réchauffe quelque chose, cela provoque une sédimentation tourmentée, et il ne faut pas avoir fait beaucoup d'archéologie pour croire que le passé le plus ancien se trouve toujours le plus profond, le plus profondément enfoui. C'est évidemment de ces remuements, de ces tourments, pour le dire comme les spécialistes de la sédimentation, dont nous avons à parler, et qui d'ailleurs est l'histoire, en tout cas l'histoire naturelle des épidémies. Vous l'avez peut-être lu dans les journaux, dans la péninsule de Yamal, à 2500 km au nord de Moscou, un enfant de 10 ans est mort d'une maladie, l'anthrax, disparu il y a 75 ans. Le réchauffement climatique, faisant fondre le permafrost, a probablement dégelé un renne mort de cette maladie, libérant le gène mortel. Guillaume Lachenal, dans une de ses chroniques dans Libération, qui pour moi est une source continue d'inspiration, a décrit ce phénomène où finalement ce n'est pas seulement du futur que peuvent venir les maux, les aléas, mais des risques du passé. C'est-à-dire que le passé lui-même est devenu incertain, et d'ailleurs les assureurs proposent aujourd'hui de se prémunir contre la part erratique du passé. Donc une catastrophe peut venir des retombées du passé, le temps passé étant lui-même affecté d'une valeur d'indétermination. On pourrait y penser lorsqu'on s'interroge sur le temps tourmenté de la recherche. À l'échelle de mes propres routines d'enseignement et de recherche, et voilà pourquoi on vous a proposé de déroutiniser ce séminaire en ne le filmant pas, sinon pour les archives. À l'échelle de mes propres routines, je fais juste le relevé topographique de ce temps chahuté. Le cours de 2020 a été interrompu. Le séminaire de la même année qui devait préparer le cours de 2021 a été annulé. Le cours suivant a eu lieu de janvier à mars de cette année, mais en huis clos, transformant un peu la communauté dont va nous parler Nathalie Koble tout à l'heure. Je parlais donc, mais je parlais sans filet, de la peste noire, m'obligeant à parler de sujets techniques sans avoir écouté les spécialistes que nous avions conviés comme on en avait l'intention de parler avant et qui se sont mis à parler après, commentant, pour certains, en professionnel, mes propos d'amateurs. Donc tout ça, effectivement, crée des conditions particulières, et d'autant plus qu'au fur et à mesure que, pour ce cours sur la peste noire, je parlais dans cette configuration particulière, je changeais complètement mon plan initial, qui devait tenir en 1 an, pour l'étaler, pour l'étirer, pour retarder le moment de raconter vraiment cette histoire, ce qui m'amènera peut-être, dans quelques semaines, dans le cours de cette année 2021, à reprendre langue avec les lendemains d'un événement que j'ai toujours évité de raconter comme tel, ou du moins comme une durée. Car évidemment, l'énoncé « la peste noire », sans précision chronologique, est flottant. C'est un chrononyme incertain, car si une maladie dominant l'apatocénose devient un nom d'époque, s'agit-il d'une année? S'agit-il d'une durée? S'agit-il d'un siècle? On peut dire la peste de 1720, et dans ce cas, on parle d'un événement, dont on nous parlera tout à l'heure, mais même si cet événement est de première importance, même s'il domine peut-être l'année 1720, du moins à Marseille, l'année 1720 n'appartient pas entièrement à la peste de 1720 à Marseille, en tout cas pas aussi sûrement que 1348 désigne en même temps une année et son adéquation à l'épidémie de peste. Cette endémisation de la catastrophe épidémique opère le passage du chronique au critique,
Et c'est peut-être la notion de temps critique, par symétrie avec celle fondamentale pour l'écologie politique aujourd'hui de zone critique, que c'est peut-être cette notion donc qui permet de désigner ce que Frédéric Worms appelle le temps réel, ce qu'il appelle le temps réel en diagnosticien de cette urgence actuelle qui dure, caractérisant notre rapport au temps épidémique, rapport qui est aggravé, on ressent l'emprise du temps comme peut-être jamais, et dédoublé, on se voit vivant l'expérience du temps, et on le commente. C'est inévitablement par rapport à cette expérience à la fois intime et collective du moment présent que nous pouvons repenser l'idée même de conditions historiques. Mais si à un moment de notre vie, une durée indéterminée, encore indéterminée, se place d'emblée sous l'emprise ou sous l'empire. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a pu penser que si on avait déjà connu des événements, on n'avait jamais connu une durée qui pourrait se dire comme 14-18, par exemple. Si je dis 14-18, je n'ai pas besoin de préciser de quoi on parle. Mais est-ce que c'est valable aussi pour, si je dis 1347, 1352 ? Sans doute pas. Et donc c'est cette question-là qu'on a à traiter. Dans cette inversion de relief dont j'ai parlé, puisque là j'ai parlé du cours, mais on pourrait dire la même chose du séminaire qui devait le précéder et qui l'a suivi et accompagné, qui devait l'achever d'une certaine manière, 2 fois déprogrammé. Le séminaire a été ramené à 2 journées d'études qui ont eu lieu de part et d'autre de la pause estivale, le 22 juin et le 6 octobre. Nos invités ont honoré leur engagement on leur est très reconnaissant. Et pour donner la bonne mesure de cette désorganisation des temps académiques, le séminaire que nous avions prévu d'organiser après mon cours de l'année prochaine se trouve cette fois-ci replacé avant un cours qui s'appelle « Après la peste noire ». OK ? Vous me suivez ? Donc, tout ça fait que pour poursuivre et achever cette introduction générale qui caractérise le moment présent d'une réflexion sur l'événement, sur la durée, sur la causalité et la temporalité, je voudrais revenir sur ce qui a motivé pour Étienne et pour moi-même cet intérêt pour la peste noire. Sachant qu'au départ, c'est vraiment pas un bon sujet, et particulièrement aujourd'hui. Contrairement à celles et ceux qui nous disaient « Ah, bah, ça tombe bien » ou « C'est bien vu ». Non, c'est très mal vu. Vraiment, c'est quelque chose qu'il aurait mieux valu éviter. Pour une raison que, toujours lui, Guillaume Lachenal, a fort bien exprimée dans une de ses chroniques historiques dont je parlais, datée du 19 février 2020, donc au moment où, voilà, je ne ferai pas un dessin, et il écrivait « Les épidémies sont des sujets maudits pour les historiens. D'abord, c'est toujours la même histoire. On connaît par cœur le début, le milieu et la fin. Le commencement anodin, le déni, la panique, l'impuissance, les digues morales qui sautent, les tentatives plus ou moins rationnelles pour comprendre et contrôler, et puis la vague qui se retire, laissant des flaques d'eau, une chape de silence et quelques vainqueurs pour raconter tout ça. Voici pourquoi doit-on peut-être tenter d'enrayer cette machine à interpréter, c'est-à-dire à produire des jugements rétrospectifs sur ce que l'épidémie devait être en fonction de ce qu'elle a été, produisant parfois des pathologies de l'interprétation qui confinent à la paranoïa et qui sont assez caractéristiques du temps épidémique. Voilà pourquoi Susan Sontag, lors de l'épidémie de sida, appelait à libérer la maladie de tous les thèmes moraux, politiques auxquels on l'associait, en disant « arrêtez d'interpréter, il n'y a rien à dire, une maladie ne dit rien, nous n'interprétons pas la maladie, c'est l'agent pathogène qui nous interprète. » Et que veut-il ? Est-ce qu'il veut quelque chose ? C'est la question que posait
Bruno Latour dans Les microbes guérépais. Est-ce que, sachant que nous ne sommes pas le nombre que nous sommes, que entre sur la scène de ce grand théâtre de la preuve qu'est la science, des nouveaux agents, des acteurs de l'histoire qui sont les microbes, est-ce qu'ils veulent vraiment quelque chose? Oui, pensait-il. Non, lui opposait Simon Scheffer dans une très brillante note critique qui s'appelait Le 18 Brumaire de Bruno Latour, parce qu'évidemment, Guérépet, voilà, c'était une allusion à Tolstoï. Non, en réalité, et on le sait aujourd'hui, un agent pathogène ne veut rien, sinon, et surtout pas nous tuer, mais ce qu'il fait, sans le vouloir, c'est qu'il produit du nouveau. Il mute. Je me suis exprimé plusieurs fois sur les raisons qui m'ont amené à me saisir de cet objet d'étude, qui toutes, d'une certaine manière, sont, disons, gâteaupardiennes, pour reprendre la fameuse réplique du jeune Tancrède joué par Alain Delon dans Le Guépard. Il faut que quelque chose change pour que rien ne change. C'est vrai du point de vue politique, social, économique. Ce qui a à voir, c'est effectivement au fond, c'était ça qui nous avait amené dans ce sujet, le peu de conséquences directes, immédiatement calculables, qu'un événement aussi considérable semble, dans ce qui est chroniqué, ce qui est documenté, laissé dans les archives. Mais peut-être, au fond, convient-il de déplacer l'étonnement, qu'on doit cesser de s'étonner de l'adaptation sociale à la catastrophe, tandis que la société est précisément le nom que l'on donne à cette capacité à ne rien changer. Mais ce paradoxe de la causalité s'observe aussi du point de vue historiographique. C'est-à-dire que ce qui nous a intéressés, c'est comment, alors que depuis à peine 10 ans, sur le plan de la paléogénétique, de la biologie moléculaire, d'une certaine manière de l'archéologie funéraire, assurément des sciences de l'environnement, de toutes ces sciences qui compliquent le rapport entre la nature et la culture, comment les progrès sont fulgurants et comment, au fond, tout change et rien ne change, puisque ces progrès fulgurants maintiennent peu ou prou inentamés non seulement le socle empirique de nos savoirs sur la peste, mais leur cadre interprétatif qui ont été définis dans les années 75-85, qui définit la peste comme une durée, comme une société et comme un paradigme. Voilà, comme une durée, parce que, d'une certaine manière, on sait quand même qu'il y a une première, une deuxième, une troisième pandémie, et ça, même le séquençage du génome Yersinia pestis ne le déjoue pas. D'une société de peste comme, effectivement, fonctionnement répété tel que Jean Delumeau l'a décrit, et d'un paradigme du gouvernement de peste tel que Michel Foucault l'a théorisé. Voilà pourquoi il nous a paru nécessaire de commencer cette journée par une table ronde sur la peste et l'ordre du temps, où nous entendrons successivement Benoît Rossignol, Fleur Beauviau, Nathalie Coble et Christian Ingrao pour évoquer, mais j'y reviendrai tout à l'heure en les présentant, les questions de causalité et de temporalité d'une maladie qui se présente toujours déjà comme une maladie d'un autre temps, ce qui amène à penser la succession des histoires du temps présent, puisque c'est cela, effectivement, ultimement, que vise Christian Ingrao, et ce qui nous amène à des comparaisons qui sont des comparaisons trop tentantes pour être toujours écartées. Par exemple, dans un article assez étrange de l'American Journal of Sociology, paru en 1921, l'historien médiéviste James Thompson, de l'Université de Chicago, proposait une rapide, prématurée en fait, comparaison des lendemains de la peste noire et ceux de la Première Guerre mondiale. Parce que l'ampleur de ce dernier événement mettait en défaut pour lui toute tentative historienne de rechercher des précédents et des causalités, sauf précisément à s'aventurer dans la comparaison au loin. Et donc il décrit la seconde moitié du XIVe siècle comme des années folles, comme un chaos de débauche, de dépenses, de morbidité, d'érotisme.
d'une après-guerre l'autre. En 1948, le médiéviste français Yves Renoir publie dans Population un article intitulé « Conséquences et intérêts démographiques de la peste de 1348 ». Il évalue prudemment l'effondrement européen selon les régions dans une fourchette qui varie de 12 à 65%, et on sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus près de la fourchette haute, et il le compare au bilan humain de la Seconde Guerre mondiale, 5% de la population européenne. La tonalité de l'article est bien plus sombre que celle qui prédisait des années folles, puisque plane toujours cet imaginaire politique d'une désorganisation et d'une désorganisation des mœurs qui est toujours aussi vaguement érotisée. Il espère dans la paix des nations, puisque la peste aurait momentanément arrêté des guerres. Il redoute l'ébranlement des structures de la société, l'exaspération des luttes sociales. Ainsi ajoute-t-il prudemment qu'un ébranlement psychique et moral dont les caractères particuliers sont, eux, variables et imprévisibles. C'est précisément pour compliquer notre rapport à la causalité que nous avons tenté d'organiser cette journée d'études. Alors, celle-ci trouve son origine dans la réflexion engagée le 22 juin sur les paradoxes de l'inscription documentaire et iconographique de la peste noire, tels que Solal Abelles et Giulia Puma, notamment, l'avaient analysé. Mais la séquence consacrée à l'archéologie funéraire le 5 octobre la poursuivait, puisque là encore, il y a une discordance entre cette inscription documentaire dans les archives du Sol, qui ne témoigne que très rarement d'une panique funéraire, avec ce que l'on sait, ce que l'on croit et ce que l'on attend, en fait, de la peste, c'est-à-dire qu'avec une gamme d'affects qui vont de l'étonnement à la déception, les historiens comme les archéologues ne comprennent pas, au fond, pourquoi les choses ne sont pas plus nettement inscrites dans les archives du Sol ou du texte. Et évidemment, on aura à y revenir aujourd'hui. Et ce, d'autant plus que lors de cette lors de la première séance, celle du 22 juin, le passage à la mondialité permettait aussi de définir cette consistance de la temporalité de peste. On avait vu notamment comment dans le cas de l'Afrique, on pouvait hésiter à faire de la peste un opérateur historique, qu'il ne fallait pas, en tout cas, c'est ce que proposait François-Xavier Fauvel, en penser y trouver le deus ex machina de l'effondrement. Et d'une manière générale, le schéma global de propagation de l'épidémie de la peste tel que les biologistes et les médecins le reconstituent aujourd'hui, eh bien, il dément disons, le schéma d'une continuité de la propagation, comme c'est plutôt toujours le cas. Dans le cas de la tuberculose ou de la rougeole, par exemple, on a effectivement une propagation qui est relativement continue, alors que, c'est ce qu'a montré Monica Green en 2014, finalement, ce qui caractérise la diffusion de la peste, c'est la réplication de micro-événements environnementaux loin du foyer initial, qui passent par des sauts d'espèces. Et c'est ainsi qu'on doit comprendre la pandémie comme un phénomène à la fois global et discontinu. Global et discontinu. Et c'est cette hétérogénéité dans l'espace et dans le temps qui constitue un défi pour la narration historique. Et c'est pourquoi, c'est par quoi on avait commencé, c'est-à-dire ce paradoxe documentaire, eh bien la troisième et dernière table ronde où interviendront successivement François Tchaikovsky-Laurence, Cléo Rager et François Rivière la reprendront. Alors, si j'ai souvent tenté de mettre à jour les raisons épistémologiques de mon intérêt sur le sujet, j'ai jamais vraiment dévoilé sa généalogie strictement médiéviste. Et je voudrais juste m'y arrêter pour terminer ma partie et donner la parole à Étienne. La peste noire, c'est un événement, ou c'est une durée, ou c'est une causalité qui
dans le récit médiéval traditionnel, a été longtemps englobée dans une séquence globale, celle des XIVe et XVe siècles. Et dans cette séquence, elle n'était qu'une des modalités de ce que l'on appelait alors les malheurs du temps. Or, justement, il faudrait se demander si, en isolant la peste d'entre les fléaux, on ne produit pas une opération historiographique qui fait violence à la temporalité ressentie et que l'historiographie traditionnelle, disons les fléaux du temps, les malheurs, n'approchait pas avec plus de candeur sans doute, mais plus de sincérité. Parce que ce qui existe, et au fond, rien dans notre documentation, ni archéologique ni textuelle, ne vient contrarier cette impression. Ce qui existe vraiment, c'est la mort, c'est la peine, c'est le deuil, et parfois, plus, tout ça en plus, tout ça en trop, ce qu'on appelle la surmortalité. Et au fond, que cette surmortalité soit due à la pestis des anciens, ou Yersina pestis pour les modernes, ne change pas radicalement la réponse sociale à la calamité. Autre mot qui désigne aussi, selon une étymologie sans doute fautive, mais intéressante. Toutes les étymologies médiévales sont fausses, mais c'est pour ça qu'elles sont intéressantes. La calamité, c'est une maladie du calame, c'est-à-dire de la mise par écrit de ce qui nous affecte. Bon. Prenons la dernière synthèse en date, dans un cadre national, celle que Boris Bov a récemment donnée dans son volume de la Nouvelle Histoire de France, dirigé par Joël Cornette et paru en 2009, sous les titres « Le temps de la guerre de 100 ans », le temps de la guerre de 100 ans. Donc on voit bien effectivement que là, la peste est englobée dans une séquence globale, et une longue discussion de 32 pages y est consacrée à la question suivante: y a-t-il une crise à la fin du Moyen-Âge ? Tout ça peut paraître effectivement, voilà, encore une fois, vintage, mais c'est des questions que l'historiographie a laissées, au fond, sans réponse. Et à l'issue de son panorama critique des tendances historiographiques, ce qui domine est l'impression de relâchement des contemporanéités et de relativisation des causalités. C'est-à-dire que Boris Bov plaide pour mettre à jour les failles de l'explication globale de la crise systémique et de la crise totale de la civilisation provoquée par Guy Bouat en 2000 dans La Grande Dépression médiévale, qui est un livre évidemment publié à contre-temps, puisque la critique du modèle postanien de la crise de la fin du Moyen-Âge débouchait sur une mise en avant d'une confrontation historiographique grandiose entre malthusiens et marxistes. Et au fond, ça n'a véritablement concerné que les historiens anglo-saxons, à l'exception justement de Guy Bouat et d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Et voilà pourquoi, en reprenant la question de l'économie de peste dans la deuxième partie, dans la deuxième table ronde, eh bien, Ingrid Houssaye, Mathieu Sherman et Magali Watteau vont tenter de poser à nouveau la question du contexte politique. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Ces enjeux de périodisation se trouvaient déjà dans un livre plus ancien encore, paru en 1986, de Philippe Wolff, historien de l'économie toulousaine, qui s'appelait « Automne du Moyen-Âge » ou « Printemps des temps nouveaux, l'économie européenne au XIVe et XVe siècle », qui calait son récit, à la mode anglaise d'ailleurs, sur deux coupures, 1316 et 1370, et défendait l'idée d'un retournement de conjoncture dans les années 1270. C'était des vieux souvenirs d'étudiants, 86, Philippe Wolff. Bon, j'ai repris ça, j'ai relu des comptes rendus, c'est assez marrant. Par exemple, dans un compte rendu de la Revue du Nord, André Derville écrivait placidement 1270-1370, telle est évidemment la période à étudier, de préférence à un XVe siècle où il ne se passe pas grand-chose.
nous n'avions pas lu cela quand nous avons entrepris une histoire du monde au XVe siècle, mais c'était sans doute pour réagir aussi aux effets d'un autre décalage chronologique strictement contemporain, opéré par le programme Genèse de l'État moderne, dirigé par Jean-Philippe Genet, qui recalait aussi des durées politiques dans ces années-là, 1270, ce qui permet d'ailleurs de prendre la mesure de la folle régression historiographique portée par la nouvelle question d'histoire au CAPES, la construction de l'État monarchique en France de 1380 à 1715. Ça laisse quand même rêveur. En tout cas, ce qui était en jeu dans toutes ces propositions, et notamment dans l'histoire du monde au XVe, c'était de contrarier une tendance à abandonner le Moyen-Âge en une fin exténuée, qui commençait à se fatiguer en 1270 et qu'on laissait par abandon. Donc, nous, ce qu'on avait voulu, c'était au fond séparer le XIVe du XVe siècle, et d'une certaine manière, sous couvert de long Moyen-Âge, les récits de Jacques Le Goff ou de Jérôme Bachet consentent à cette habitude académique qui consiste à ne pas caractériser vraiment la fin du Moyen-Âge. Et le travail récent de reséquençage du Moyen-Âge, de part et d'autre de la coupure grégorienne, qui, abandonnant la tripartition académique, laisse ouverte la question des fins du Moyen-Âge. C'est ainsi que j'ai pu envisager la série de fausses fins qui termine, sans la terminer, la récente nouvelle histoire du Moyen-Âge dirigée par Florian Mazel. Et je m'arrête là, parce que sinon, ça va virer effectivement à l'égo-histoire, mais cette égo-histoire, elle est partagée, parce que je pense que c'est sur cette question que nous nous sommes depuis bien longtemps rencontrés avec Étienne Hanheim, depuis 25 ans. C'est-à-dire l'étonnement qui consiste à coupler le XIVe et le XVe siècle, alors qu'en fait, on a tout intérêt à les dissocier. La volonté, effectivement, de réfléchir à ces fausses symétries, ces fausses continuités, l'étonnement face à, justement, des entreprises poético-littéraires comme celle que Étienne a étudiée parallèlement, et j'en avais dans son séminaire l'année dernière sur la capacité qu'a eu Pétrarque de faire de la peste un événement global, une coupure dans l'ordre du temps. Bref, tout ce qui nous amène à nous interroger non seulement sur les causalités et les paradoxes de l'inscription documentaire, mais sur essentiellement la question de la périodisation. Et c'est sur cette question-là que je laisse la parole. Merci beaucoup, Patrick. Donc, je voudrais prolonger encore un peu cette introduction qui nous annonce un étrange Noël, mais j'avais jamais songé en fait que Monsieur Jack était un squelette, alors que tout cela a sans doute un sens, et nous rappelle le contexte de la pandémie que nous devons maintenant à notre tour inscrire dans cette périodisation dont parle Patrick, puisqu'effectivement cette série de réflexions a été conçue avant le temps de la crise sanitaire dans lequel nous nous trouvons, et que par conséquent ce que nous avons à faire aussi d'une séance à l'autre, c'est de mesurer à quel point ce temps de la pandémie a modifier notre objet, et comment même les gens qui sont venus travailler avec nous ont progressivement modifié leur regard sur la peste à travers cette expérience, et comment aujourd'hui nous pouvons déjà nous inscrire dans une petite temporalité de la reconfiguration historiographique des questions posées à des objets comme les épidémies, et en particulier comme la peste noire. Parce que, au fond, en préparant cette séance, nous nous sommes aperçus qu'une partie des questions que nous posions en mois de juin dernier, ou une partie des questions posées par Patrick Boucheron dans son cours, étaient déjà dépassées par la vitesse acquise au cours même de notre réflexion. Par exemple, nous avions essayé, lors de l'introduction du 6 juin, de circonscrire des questions qui étaient ce qu'on avait appelé les questions historiques
liées à la documentation positive de la peste, des questions historiographiques liées à tous les débats autour de la peste, et puis des questions épistémologiques liées aux relations interdisciplinaires qui se nouent d'une manière renouvelée autour de la peste. Mais ce triptyque qu'on avait dégagé, en fait, a continué à se déplacer, et nous devons maintenant, et c'est une grande partie de l'objet de la séance d'aujourd'hui, revenir vers ces questions et les affronter à nouveau, quitte à remettre en cause une partie des hypothèses qui nous avaient guidés au départ, ou peut-être moins que des hypothèses, des idées non formulées, inconscientes, et qui étaient sous-jacentes à nos propositions, parce qu'elles sont sous-jacentes plus largement à la construction du savoir sur la peste depuis plusieurs décennies. Or, on a vu dans les séances précédentes quelques considérations un peu dérangeantes de ce point de vue-là. Je ne vais pas refaire l'ensemble du parcours que nous avons pu conduire ensemble, et puis vous pouvez vous reporter à ce qui a été enregistré pour le coup, qui est disponible, mais il est clair que la peste ne ressemblait pas toujours à ce que nous pensions ou à ce que nous voulions penser. Par exemple, Solal Abellès a pu aller jusqu'à dire que la peste suscitait une sorte d'indifférence politique à partir de l'analyse de la situation toscane du milieu du XIVe siècle, et il a pu s'interroger sur l'absence de conséquences d'un épisode aussi faramineux que la peste. Ou notre collègue Nuket Varlik a souligné pour sa part que la peste comme processus de très longue durée, la peste comme état, l'emportait évidemment largement de son point de vue, qui était celui d'une ottomaniste, sur la peste comme événement tel qu'il était thématisé dans la tradition occidentale. Et puis on s'est posé même la question de la naturalisation de la peste, c'est-à-dire est-ce qu'au fond la peste n'était pas perçue que comme un aléa, comme quelque chose qui arrivait mais sur lequel on n'avait finalement pas de prise, et du coup finissait presque par constituer un non-événement dans cette naturalité. Un non-événement dont les conséquences étaient ou bien absentes, c'était la question posée par Solal Abellès, ou bien des conséquences contre-intuitives, et en particulier ces conséquences qui ont été pointées par plusieurs de nos intervenants dans la dimension profondément conservatrice de la peste. Conservatrice dans le sens conservatrice des structures sociales et des structures politiques, ce qui évidemment interroge par rapport aux premiers mois de la pandémie en 2020, dont on voit bien maintenant que les gens en reviennent, avec cette idée qu'il y aurait un monde d'après qui serait évidemment différent du monde d'avant. Or, ce que montrent les études sur la peste, c'est précisément le contraire, en un certain sens. D'abord, on ne sait pas très bien quand commence le monde d'après la peste, mais on aura peut-être la réponse au début de l'année 22. En tout cas, le monde d'après la peste ne commence sans doute pas en 1354 ou 55. Mais ce monde-là, ce monde d'après, n'est pas si différent du monde d'avant, ou dans un sens que nous n'arrivons peut-être pas si simplement à circonscrire. Et puis, nous nous sommes interrogés sur la question de la bonne échelle pour saisir la peste, et il est vrai que par rapport à la tradition historiographique du XXe siècle, qui a pensé surtout pour des raisons d'abord de production scientifique eurocentrée, la peste à l'échelle de l'Europe, au fond, notre interrogation s'est dilatée dans deux directions. D'une part, une qui était très attendue parce qu'elle est à l'horizon d'une partie des recherches sur la peste depuis plus de 20 ans, qui est l'échelle globale, et donc cette peste qui est un événement euphrasien, pourrait-on dire, en tout cas qui concerne très directement toute une partie de la population mondiale du XIVe siècle, et puis une dilatation aussi à l'échelle micro, à l'échelle locale, avec des histoires de la peste effectivement très localisées, mais qui finissent même par se localiser à l'échelle de la cellule ou à l'échelle de l'ADN, et c'est une des questions qui avait été posée par Philippe Sansonetti et par nos collègues Sacha Kaki et Étienne Batin, c'est-à-dire quelle est la bonne échelle pour saisir la peste. Est-ce que la bonne échelle, au fond, pour faire l'histoire de la peste, ça n'est pas une échelle analytique, qui est une échelle où les historiens et les historiennes s'engagent assez rarement, en partie peut-être et sans doute les archéologues davantage, mais tout cela interrogeait sur finalement ce qui constituait véritablement les archives de la peste, qui semblaient souvent insaisissables. Et donc la troisième séance qui nous occupe aujourd'hui est une séance qui est destinée à se demander
quels sont les problèmes de méthode sur lesquels on bute pour travailler sur la peste, pour écrire le récit de la peste, au fond, comment historiographiquement raconter aujourd'hui la peste. Et là aussi, c'est le moment d'avoir une révision un peu critique des textes dont nous sommes partis, à commencer par celui dont Patrick parlait tout à l'heure et que j'avais cité le 6 juin, c'est-à-dire les textes écrits par Boccace et surtout par Pétrarque, parce que j'avais tenté de montrer comment Pétrarque était sans doute l'un de ceux qui faisaient le plus de la peste un marqueur de basculement des temps, c'est-à-dire qui inscrivait dans son œuvre littéraire cette idée qu'il y avait une sorte de catalyse produite par la peste, que la peste précipitait en quelque sorte un moment, et que ce moment faisait que plus rien ne serait pareil. Alors, j'avais largement expliqué comment chez Pétrarque et chez Boccace, la peste était une sorte d'événement dans sa pureté presque chimique, mais à vrai dire, après quelques mois de travail, en est-on si sûr? Ou plus exactement, est-on si sûr qu'on puisse décrire ce que la peste a été pour les contemporains du XIVe siècle à partir du témoignage de quelques hommes canonisés posant un fait d'évidence universelle après eux? Or, précisément, on voit que face à ce discours de Boccace ou de Pétrarque, on se trouve confronté à ce relatif silence des sources, ou du moins discrétion des sources par rapport à l'énormité supposée de l'événement. Et à ce silence répond l'embarras des historiennes et des historiens quand il s'agit d'intégrer la peste dans le récit général de la transformation des sociétés européennes. Et c'est un élément là aussi auquel on aurait pu porter une attention plus précoce finalement, mais qui nous est venu au fur et à mesure. Et Patrick a commencé à rappeler un certain nombre de textes historiographiques anciens, et je vais continuer dans cette direction parce que où se trouve la peste dans la plupart des grandes problématisations de l'histoire de l'Europe à la fin du Moyen-Âge? Au fond, il est très souvent difficile de la saisir. Où se trouve la peste dans les récits sur la dynamique économique de l'Occident du Moyen-Âge à l'époque moderne, de Marx à Duby, Postane ou Alain Guéraud? C'est-à-dire que si on reprend cette littérature-là, on s'aperçoit que la peste n'y tient quasiment qu'un rôle accessoire. Si on prend la littérature sur l'émergence du capitalisme depuis Max Weber et jusqu'aux travaux les plus récents, là aussi, la peste n'est finalement quasiment jamais convoquée. Quant à la genèse de l'État moderne, qui est traversée de part en part par l'événement pesteux, en réalité, lorsqu'on lit la littérature sur la genèse de l'État moderne, jamais quasiment la peste n'apparaît autrement que comme une circonstance. Là encore, il y a ce phénomène de naturalisation qui fait que la genèse de l'État moderne se déroule en temps de peste, mais que finalement, il y a peu de rapport entre les deux phénomènes. Alors, j'ai essayé de reprendre un peu systématiquement les manuels d'histoire médiévale produits en France les 40 dernières années, parce que c'est un indicateur, et là aussi je prolonge l'intuition de Patrick, c'est un indicateur pour voir quel est le récit de la peste. Je prends, disons, le manuel comme ordre du discours. Or, précisément, on voit bien que les principaux manuels d'histoire du Moyen-Âge, même lorsqu'ils réordonnent la temporalité, sont embarrassés avec la peste. Jusqu'au dernier livre dirigé par Florian Bazel, et auquel pourtant nous ne sommes pas étrangers l'un et l'autre, mais dans lequel finalement la peste est à sa place, dans le très intéressant chapitre de Vincent Coriol, mais ne déborde pas sur le reste des thématiques. C'est-à-dire qu'au fond, elle est en quelque sorte canalisée dans cette thématique des crises. Et on trouve la même chose dans toute la littérature récente, le livre de Joël Chandelier qui est sorti chez Belin, et puis on peut faire une traversée qui remonte à travers le temps, chez Boris Bove, que Patrick a cité tout à l'heure, dans le manuel Bréal sous la direction de Michel Kaplan en 94, ou prenez le manuel de Claude Govard en 96, on se trouve un peu toujours dans le même style d'intervention quant à la peste.
Et là, on peut revenir aux origines mythiques du manuel, par exemple Ballard, Genet et Rouche dans les années 80, ou le manuel dirigé par Robert Fossier en 1983, qui sont en fait les manuels qui organisent le récit qui a été modifié significativement pour la peste dans les années 70 et qui le canonise d'une certaine façon. Et dans ces manuels, et c'est peut-être chez Robert Fossier en 83 que c'est le plus intéressant de le saisir, parce qu'en plus Robert Fossier vient d'une histoire économique et sociale du monde rural. Chez Robert Fossier, la peste est à la fois un événement dont il faut parler, mais au fond, ses conséquences sont relativement circonscrites à la question des désertions, des conflits du travail, de la perturbation du commerce. Mais finalement, ça n'est que ça, je dirais en quelque sorte, la peste, c'est-à-dire un épisode qui, momentanément, vient interférer avec la vie économique et sociale des campagnes occidentales qui sont prises dans une histoire de très longue durée. Alors, est-ce que nous avons collectivement, je dis nous parce que nous avons participé directement ou indirectement à un certain nombre de ces manuels et nous n'avons pas déplacé ce récit. Et peut-être que si aujourd'hui on remettait en chantier un manuel, ne serait-ce que 2 ans après les événements, on penserait les choses un peu différemment. Est-ce que les historiens, les historiennes ont développé une forme d'insensibilité, au fond, à la question des épidémies, des pandémies, dans la mesure où si le XXe siècle a été fort riche en catastrophes diverses, il a été moins atteint que d'autres, même s'il a été atteint par les épidémies. C'est une question qu'on peut se poser, en particulier évidemment du point de vue d'une écriture qui là aussi est centrée dans les pays les plus riches et les mieux protégés par rapport à ce type de catastrophe. Alors peut-être qu'il y a cette dimension, peut-être aussi qu'il y a effectivement un phénomène de naturalisation et cette idée que la peste ne relèverait peut-être pas d'une histoire des sociétés, que finalement elle se superposerait à elle sans l'altérer significativement. Et de fait, dans les manuels, vous avez des perturbations produites par la peste qui sont un peu du même ordre que celles des 30 Glorieuses. Enfin, je veux dire, il y a quelques mouvements sociaux, il y a des remembrements de terre, et puis voilà. Donc, est-ce que finalement, il y a ici une véritable incapacité, ou est-ce que tout cela n'a pas un sens, c'est-à-dire nous interroge sur l'impossible intégration de la peste au récit historiographique. Ce qui pose fondamentalement la question d'identifier les conséquences de la peste en se demandant si le problème est que nous n'arrivons pas à les voir, que nous n'arrivons pas à les décrire, ou qu'il nous manque les bons objets, ou alors que peut-être c'est notre outillage conceptuel qui n'est pas tout à fait adapté à poser la question de la peste et qui pourrait valoir la peine de revoir cet outillage conceptuel à partir même de la peste. Alors, c'est une des questions que nous posons aujourd'hui, par exemple, à la catégorie d'événements. Événements parce qu'il est difficile de nier à la peste le caractère d'événement, en tout cas pour des gens comme Pétrarque ou comme Boccace, il est évident. Et en même temps, on voit bien, quand on est historienne ou historien, que ça n'est pas tout à fait le même usage du mot événement que lorsqu'on parle d'histoire événementielle. Qu'est-ce que ça veut dire que l'histoire événementielle ? Ça veut dire des choses qui arrivent, mais des choses qui arrivent du fait des hommes. Or, ici, alors qu'on a affaire à un événement qui, d'un certain point de vue, a une radicalité encore plus grande, enfin, je veux dire, c'est peut-être la plus grande épidémie de l'époque historique de l'humanité, en même temps, il y a une difficulté à le décrire comme événement. Alors, sans doute parce que dans la discipline historique, la notion d'événement s'est construite sur d'autres bases. Des bases qui sont des bases politiques, avec les révolutions, la Révolution française, la Révolution américaine, pour penser l'événement. Des bases qui elles-mêmes reposent sur des bases théologiques, c'est-à-dire n'oublions jamais toute la portée de la dimension fondamentale de l'événement par excellence pour les penseurs médiévaux, qui est l'incarnation du Christ, c'est-à-dire ce moment de rupture dans la temporalité qui va ensuite être sécularisé et rejoué sur un certain nombre de modèles. Mais l'ensemble de ces modèles à disposition, politico-théologiques, si on veut,
ont profondément à voir avec le caractère humain de l'événement, et tout l'effort de la discipline historique depuis le XVIIIe siècle a précisément consisté à se dégager de l'histoire naturelle pour penser des causalités qui ne relèvent ni de la providence ni du déterminisme au sens biologique ou naturaliste, mais au sens humain. Du coup, il y a là une difficulté, effectivement, sur laquelle aujourd'hui nous butons, qui est de sortir la peste de cet ordre de l'histoire naturelle, ou plutôt de réintégrer l'histoire naturelle dans une histoire sociale élargie, qui obligerait à penser un autre type d'événement, comme on parle par exemple en météorologie d'événements climatiques. Mais là encore, les historiennes et les historiens, quelle que soit la part désormais beaucoup plus grande accordée aux sciences de l'environnement, peinent à intégrer dans leur même récit, et regardez les mêmes manuels que j'ai cités et essayez de voir quelle est la part, par exemple, du petit âge glaciaire et des événements climatiques. Vous verrez qu'elle est là aussi très, très réduite. Donc, d'arriver à réécrire autrement cette histoire qui pense la catégorie même d'événements d'une manière qui soit peut-être un peu moins anthropocentrée qu'elle l'a été dans l'histoire événementielle de la fin du 19e, ou même dans l'histoire culturelle de l'événement qui s'est écrite par exemple à partir de Georges Duby, où en fait ce qui constituait l'événement n'était évidemment plus simplement cette vieille histoire politique, mais devenait une mémoire de l'événement, c'est-à-dire que l'événement n'était plus que la mémoire de tous les récits qui en étaient faits, ce qui a été une clé de lecture révolutionnaire pour un épisode comme Bouvines, mais qui, là encore, est mis en crise par la question de la peste, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y ait une accumulation mémorielle et discursive sur l'objet peste. Il y a des discours sur la peste, mais il n'y a pas cette mémoire de l'événement pesteux qui fonctionnerait à la façon dont la mémoire fonctionne dans le cadre de Bouvines. Les discours sont organisés d'une manière différente, voire orthogonale. Donc, on bute ici sur un certain nombre de questions, de même qu'on bute sur un rapport à la causalité qui, là aussi, est mis en crise par la catégorie de la peste. Évidemment, la causalité, pour l'historien, c'est, depuis le XIXe siècle, une sorte de Graal qui serait à la fois un horizon désirable et inaccessible, sur la base d'une conception extrêmement simplificatrice de ce que serait la causalité. Une conception qui tire largement sa substance des débats de l'époque classique. On peut penser à Hume qui formalise la causalité à travers l'image des boules de billard, ou on peut penser à toute la mécanique classique, qui a été sommairement importée dans l'épistémologie historique du XIXe siècle pour considérer que la cause, c'était ce à quoi on pouvait imputer directement, comme une boule de billard vient percuter l'autre, le déclenchement de tel événement. Le modèle de ça, c'est ce grand sujet de dissertation qui a tant occupé beaucoup des étudiants et étudiantes d'histoire depuis 100 ans, les causes de la Première Guerre mondiale, alors causes profondes, causes structurelles, causes conjoncturelles, tout ce qu'on veut, mais causalité. Et évidemment, ce modèle-là de la causalité, même raffiné, est perturbé par la peste, qui pose tout à coup une question extrêmement différente. Même quand on pose le problème de la mise en valeur des enchaînements de transformation sociale, la peste surgit en rompant d'une certaine façon le fil des causalités, précisément. Et elle le rompt d'autant plus qu'elle n'a pas de cause au sens traditionnel des historiens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissertation sur les causes de la Grande Peste, comme il y a une dissertation sur les causes de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, il y a des causes biologiques, des causes environnementales, et il y a une histoire sociale et environnementale de l'épidémie. Donc il y a des causes au fait que cette épidémie se soit déroulée de cette façon-là. Mais de ces causes, nous n'avons pas l'habitude de rendre compte, et puis surtout, nous n'avons pas l'habitude de les penser comme un enchaînement de causes et de conséquences. Nous savons que la peste a produit des millions et des millions de morts. Mais comment décrire la chaîne de causalité qui va de ces millions de morts à tous les phénomènes que nous avons l'habitude de décrire dans l'histoire des communes du XIVe siècle, dans l'histoire des transformations de l'Église ou dans l'histoire de la commercialisation des produits.
On voit que cela n'est pas facile et que cela nous oblige à écarter une causalité simple de type mécanique, à l'écarter d'autant plus que pendant que nous faisions nos travaux historiens, les sciences de la nature avaient elles-mêmes évolué dans leur modèle de causalité, et qu'un des grands problèmes de l'épistémologie de l'histoire, c'est de se situer, lorsqu'elle doit se positionner par rapport à l'idée même de science, de se situer face à une science que les scientifiques de laboratoire et de sciences expérimentales ne pratiquent plus depuis longtemps. C'est-à-dire qu'une grande partie des historiens, lorsqu'ils disent « Ah, mais l'histoire ne peut pas être scientifique », ils parlent d'une idée de science qui a disparu autour de 1900 et qui renvoie essentiellement à un modèle né autour de Galilée et Newton et qui a disparu avec la physique quantique. Donc, pour nous, le problème est maintenant de renouer ces fils, y compris sur le thème de la causalité, c'est-à-dire de parvenir à articuler la question de la nature et de la culture autour de la peste pour réfléchir à ce que Paul Ricoeur appelait l'imputation causale singulière. Alors, je ne reprendrai pas forcément dans le modèle interprétatif de la peste l'ensemble des propositions de Paul Ricoeur sur la mémoire ou la narration historique, mais ici, il me semble que cette idée, qui est en fait une idée qui vient déjà de Max Weber, c'est-à-dire cette idée de savoir comment on peut avoir un régime scientifique pour décrire des formes de causes qui existent, mais qui sont singulière dans le sens où on ne peut pas en faire des lois au sens de la physique galiléenne, eh bien, je pense que c'est pour nous aujourd'hui l'enjeu le plus important. Parce que les historiens et les historiens sont très généreux souvent de la causalité, et d'ailleurs on le fait sans s'en apercevoir. Hein. Reprenons n'importe quel article qu'on écrit, disons, dans le fil de la plume, on s'aperçoit que tout le temps on est parlé par la langue qui impute des phénomènes de causalité. Mais en même temps, malgré cette imputation qui très souvent nous possède, lorsqu'on revient au texte effectivement de l'histoire du XIVe siècle, sur la question de la peste, on s'aperçoit que finalement, il est beaucoup plus difficile d'en écrire la causalité. Alors, est-ce que la peste est une sorte d'événement isolé, au fond? Est-ce que c'est un isolat que nous n'arriverons pas historiographiquement à réduire? C'est la question qu'on a posée à nos invités, c'est-à-dire en tentant d'expérimenter concrètement, au ras des expériences historiographiques de nos collègues qui ne sont pas toujours médiévistes ou historiens du Moyen-Âge, en tout cas pour la table ronde de ce matin, au ras des sources pour les collègues que nous avons invités cet après-midi, à partir simplement de leur terrain, en leur demandant qu'est-ce que fait la peste à vos terrains finalement, qu'avez-vous à dire de cette peste que nous avons tant de mal à cerner? Eh bien, c'est en posant ces questions que nous pourrons peut-être revoir nos conceptions de la cause et de l'événement à l'aune d'un événement et d'une causalité aussi insaisissable qu'est la grande peste du XIVe siècle. Donc je m'arrête ici pour la présentation de cette journée